Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui, on se retrouve pour 6 nouveaux threads d'horreur. Ah oui, on va passer un petit temps ensemble, ça c'est clair. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Quelle heure vous convient le mieux pour les sorties de vidéos? Bon, je vous laisse 3 grands choix. On va pas sortir les vidéos à 3h du matin. Pour les choix, ce serait 18h, 19h ou 20h. Voilà, t'hésites pas à me dire ça dans les commentaires et je verrai peut-être. Je vais m'adapter. Puisque le principal, c'est de sortir des vidéos pour vous. Voilà, maintenant on va commencer. Si tu veux soutenir le travail, un petit pouce bleu et un abonnement, c'est fortement apprécié. Mais avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. D'ailleurs, un VPN, c'est quoi? C'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sur internet de façon sûre, pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. L'une des meilleures solutions, c'est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel, en bon français. CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, d'avoir accès à du contenu international. Par exemple, moi j'arrive à trouver des sites internet américains avec des threads d'horreur bien flippants auxquels je n'ai pas accès depuis la France. Et c'est pas tout, puisque toi tu auras accès à plus de 40 services de diffusion de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, et bien d'autres. D'ailleurs, vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil avec un seul compte. Encore hier, j'ai vu Cookie regarder The Walking Dead avec sa tablette posée dans son pouf. C'est aussi ce qui en fait le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et ils ont 4,4 étoiles sur Trustpilot pour plus de 19 000 avis. Grâce à CyberGhost, tout un monde va s'ouvrir à vous pour à peine plus de 2 €. C'est 2,03 € par mois si t'aimes bien chipoter. Bref, en cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois offerts pour l'offre de 2 ans, ce qui offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail. Et c'est bien, mais tu te demandes, est-ce que ça va te plaire? Eh bien, ils ont pensé à tout. Tu as 45 jours satisfait ou remboursé. Ok, ça commence à faire pas mal d'arguments, on est d'accord. Merci à CyberGhost VPN et vous de soutenir mon travail. Alors retour à la vidéo. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Moi, c'est Lohan. Actuellement, j'ai 13 ans. Et cette histoire, je l'ai vécue en 2020 et j'en parle toujours autour de moi tellement ça m'a terrifié. Donc, on venait de sortir du confinement. J'avais commencé à retourner en cours et de plus en plus souvent, quand je revenais des cours, je trouvais certaines de mes affaires à des endroits où ça ne devrait pas être là. Par exemple, j'ai trouvé une cuillère dans le bloc à couteau de la cuisine, ou bien une autre fois ma brosse à dents sur le sol de mes toilettes. Au début, j'ai pas vraiment paniqué car je suis extrêmement maladroite, donc je n'y ai pas vraiment prêté attention, en me disant qu'avec la reprise, je devenais étourdi. Après un mois, d'autres choses se sont passées. Je retrouvais la porte d'entrée déverrouillée au réveil, ou bien en revenant de l'école, je voyais la télé allumée. Alors que, à part mon père, personne ne touche à la télé. Et mon père travaille la journée. Donc ça ne peut pas être lui. Là, à ce moment-là, je me mets à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et que ça ne peut pas être juste moi qui suis étourdi. Alors je décide d'en parler à mes parents. Mais eux n'avaient rien remarqué de tout ça. Et ils m'ont dit que je me faisais des films, mais je ne les ai pas écoutés. Et je sais que c'est mal ce que j'ai fait après, mais dites-vous bien que c'est ce qui m'a sauvé la vie. J'ai volé de l'argent à mes parents sans qu'ils ne s'en rendent compte et je suis parti acheter une petite caméra de surveillance. Je l'ai connectée à mon téléphone, puis je l'ai cachée de sorte à ce qu'elle me montre la porte d'entrée. Ce jour-là, mes parents partaient en week-end amoureux dans le chalet de ma grand-mère, mais ils ont décidé de nous laisser seuls. Moi et mon frère, comme lui avait 15 ans, ils ne se sont pas inquiétés. Le soir, mon frère a décidé de me laisser seul, car il me faisait confiance et que nous habitions dans un petit quartier. Rien ne pouvait m'arriver, dit-il. Ah, si tu savais. J'ai décidé de garder un œil sur la porte d'entrée grâce à ma caméra. Et pendant des heures et des heures, rien. Je me suis dit que j'étais parano. Mais juste avant que je ne range mes affaires, je vois la serrure de ma porte d'entrée tourner. Et quelqu'un entrer dans ma maison avec un couteau à la main. Je me mets à paniquer et le premier réflexe que j'ai est directement d'aller prendre un couteau dans la collection de mon frère. Oui, mon frère a une collection de couteaux. Et sa chambre se trouve juste à côté de la mienne. Puis, je décide de revenir dans ma chambre. Je la verrouille et j'appelle la police. Je n'ai pu que leur dire mon adresse car par mégarde, j'ai fait du bruit, ce qui a attiré l'attention du mec. La police décroche et je leur dis vite fait mon adresse et expliquer ce qui se passe. Moi, de mon côté, je l'entendais monter les marches de l'escalier. Puis là, une idée m'est venue alors. Sans réfléchir, alors que j'entendais le gars tabasser ma porte, j'ai sauté par ma fenêtre sur un toit qui se trouvait à côté. Puis j'ai ensuite sauté sur l'herbe, alors je n'ai pas eu trop mal. Juste après ça, je me suis mis à courir. Comme je m'y attendais, le portail était ouvert. Alors je suis sorti, et par chance j'habitais tout proche d'un poste de police. Je suis très vite arrivé et je leur ai expliqué ma situation. Je leur ai dit aussi avoir vu une voiture blanche garée devant chez moi,
et ils m'ont gardé au poste de police. J'ai appelé mon frère pour lui dire ce qui se passait. Il s'est très vite ramené, puis les policiers lui ont expliqué tout ce qui s'était passé. Moi, je ne pouvais pas le faire. J'avais trop peur, j'étais vraiment traumatisé. Mon frère m'a pris dans ses bras, puis m'a rassuré toute la nuit. Entre-temps, la police avait également appelé mes parents, qui sont arrivés au petit matin. On a tous beaucoup pleuré, et ils se sont beaucoup excusés de ne pas m'avoir cru. Nous sommes retournés chez moi, et il n'était plus là. Mais il avait mis la maison dans un sale état, et avait défoncé la porte de ma chambre, à tel point qu'il l'avait cassée. Ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver. Enfin bref, quelques mois après, la police l'a retrouvé grâce à la description de son visage et de sa voiture. Apparemment, c'est un gars qui a déjà séquestré, abusé de gens, enfin bref, beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Apparemment, j'étais sa nouvelle cible. Alors je sais pas pourquoi, il venait chez moi sans rien faire, peut-être squatter. J'en sais rien, mais ce que je me dis, c'est que ça aurait pu se passer totalement différemment si je n'avais pas mis cette caméra, si je n'avais pas pensé à fermer ma porte à clé, ou bien si je n'avais pas sauté de ma fenêtre. Est-ce que vous pensez que j'ai bien agi pour une enfant de 10 ans? Alors franchement, à 10 ans, faire ça, c'est pas mal, ouais. Alors oui, on va me dire, oh, t'envoies de l'argent à tes parents. Oui, bah ça lui a peut-être sauvé la vie. Donc là, pour le coup, c'est quand même rentable. En plus, ils l'ont pas cru quand même. Donc je pense qu'ils s'en voulaient après. Hein, quand même, c'est vrai que, ah oui, putain, les gosses disent pas que des conneries, putain, des fois. Ils en disent, hein, mais normal, comme tout le monde. Bref, grosse histoire, bah gros truc, hein, couteau à la main, la caméra de surveillance qui a fait le clutch aussi, bravo pour tous ces réflexes d'avoir sauté par la fenêtre, etc. Voilà, franchement, un grand bravo. On va maintenant passer à la seconde histoire. Salut tout le monde, j'aimerais vous faire part de l'histoire qui m'est arrivée l'année dernière. C'est une rencontre et un événement glauque, quelque peu dérangeant. Je venais d'avoir mon tout premier appartement dans une grande ville de Bourgogne pour mes études de langue. Tout premier appartement veut aussi dire pas très grand. Le jour des faits, on était le mercredi 23 novembre 2022. Mes cours étaient disposés de telle sorte que j'avais cours de 10h à 11h et de 14h à 15h. Ouais, ça fait plaisir d'être à la fac. Je faisais le trajet de chez moi à la fac à pied. J'en avais pour 30 minutes. J'arrive donc chez moi à 11h30, je me pose tout de suite sur mon bureau pour rattraper des devoirs que j'avais loupés avec mes écouteurs. À ce moment-là, dans l'immeuble, il y avait beaucoup de passages, étant donné qu'il faisait des travaux. Autre petite précision, mon appartement et celui de ma voisine sont dans un sas. C'est-à-dire que pour accéder à ma porte et à celle de ma voisine, il faut déjà passer une porte pour accéder aux nôtres. Les murs sont très fins. Donc on entend pas mal de trucs. Et il y a une lumière qui se déclenche automatiquement quand quelqu'un rentre dans le sas. Il est quasiment 11h50 quand j'entends ma voisine mettre sa clé dans sa serrure. Ce qui ne m'interpelle pas plus que ça. Mais je trouve qu'elle met du temps à rentrer sa clé. Ça va bientôt faire 5 minutes. Quelle fut ma surprise quand j'ai tourné la tête et que j'ai vu mon autre clé de mon porte-clés s'agiter de droite à gauche. L'immeuble est assez ancien. Donc les murs sont pas hyper droits. Et j'ai donc un jour assez conséquent sous ma porte d'entrée. Et je vois la lumière du sas allumée avec 2 grosses ombres sous ma porte. Quelqu'un est devant ma porte et est en train de triturer ma serrure pour pouvoir rentrer. Je n'avais jamais vécu de trucs bizarres avant ou quoi. Donc j'étais tétanisé sur ma chaise. Je ne pouvais plus bouger. En plus, je n'avais pas mon téléphone avec moi sur mon bureau. Il était posé sur mon lit. Mais j'avais trop peur de me lever pour aller le chercher. Donc je reste là, sur ma chaise, en train de regarder mes clés bouger de droite à gauche. Parce que quelqu'un veut rentrer chez moi. Ça a duré 2-3 minutes. Mais c'est comme si ça avait duré 20 minutes. Au bout d'un moment, ça s'arrête et la personne part. J'en ai la confirmation. Étant donné que la lumière du sas s'éteint, je me lève tout de suite pour aller chercher mon téléphone. En même temps, j'entends la personne descendre les escaliers. Donc, elle allait apparaître dans la rue. Donc, j'allais avoir un visuel sur la personne qui a voulu rentrer chez moi. C'était un homme d'une 40aine d'années, qui avait une chemise et un pantalon bleu. Il faisait très agent immobilier. À ce moment-là, il était au téléphone, avant de remonter dans les escaliers et de recommencer à triturer ma serrure. Là, étant donné que j'ai eu un visuel sur la personne, je savais à quoi m'attendre. Ce gars n'avait pas l'air menaçant. Donc je me suis enfin levé de ma chaise pour aller ouvrir ma porte. Et au moment où je tourne ma clé dans ma serrure, je l'entends dire « Oh merde !» J'ouvre donc ma porte, je tombe sur le même monsieur que j'avais vu dehors au téléphone. Il était accroupi par terre avec des centaines de clés accrochées à des porte-clés. J'ai à peine eu le temps de dire quelque chose qu'il m'a dit « Oh, je suis confus, je ne savais pas que c'était habité. Bonne journée, au revoir. » Tout ceci en l'espace de même pas une minute. Il avait repris toutes ses clés et il était déjà parti. Là, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Je referme tout de suite ma porte à double tour et j'envoie immédiatement un message à mon proprio. Je lui explique les faits et il me demande une description du gars, ce que je lui fournis pour qu'il me réponde. Déjà, une colocataire de l'immeuble s'est plainte qu'un gars comme ça est venu dans la nuit pour faire pareil. Quand j'ai lu ce message, je me suis à moitié décomposé.
Sauf que là, c'était quasiment 13 h et il fallait bientôt que je reparte à la fac. Mon père est un connaisseur des méthodes de survie et tout ça. J'avais peur que pendant que je ne sois pas là de 13h30 à 15h30, le gars revienne et fasse je ne sais quoi chez moi, qu'il m'attende ou quelque chose comme ça. Donc mon père m'a dit de mettre de l'eau devant ma porte, donc chez moi, et de voir si quand je reviens, je vois des traces de pas. Et que là, si c'est le cas, faudrait que j'appelle mon proprio et la gendarmerie. Donc je mets de l'eau devant ma porte et je pars à la fac. Pendant mon cours de 14h à 15h, j'ai pensé qu'à ça. J'avais peur qu'il rentre chez moi, qu'il me vole des trucs ou qu'il retourne mon appartement, sans dessus-dessous. J'ai raconté ça à mes potes, ils rigolaient un peu de cette histoire. Et je rigolais avec eux, mais je rigolais jaune, n'est-ce pas? Donc je rentre chez moi, non sans une grande appréhension. J'ouvre ma porte et heureusement, aucune trace de pas. Et les quelques objets de valeur que j'avais étaient encore là. Durant l'après-midi, je raconte un peu ce qui s'est passé à ma famille. Ça en affole plus d'un. Donc mon proprio n'avait toujours pas plus d'infos sur ce gars. N'étant toujours pas rassuré, j'ai fait comme dans les films et j'ai mis ma chaise sous la poignée de ma porte d'entrée pour pas qu'on puisse l'actionner. La nuit se passe sans encombre. Le lendemain, dans l'après-midi, mon proprio me donne des nouvelles. C'était en fait juste un nouveau propriétaire qui avait acheté un appartement dans l'immeuble. Et cet appartement se trouvait juste au-dessus du mien. Et le gars s'était simplement trompé d'étage. Maintenant, ça m'en a laissé des traces. Je laisse toujours mes clés dans la serrure et je vérifie tout le temps que ma porte soit bien fermée. Que ce soit chez moi ou chez des gens chez qui je vais. Alors effectivement, avec cette conclusion, ça fait un petit peu moins effrayant, on est d'accord ? Mais au début, sur le coup, tu sais pas, hein, tu ne sais pas qui est en train de triturer ta porte. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Est-ce qu'il veut me cambrioler ? Est-ce qu'il veut m'agresser ? Est-ce qu'il veut me tuer ? Tu te fais des scénarios dans ta tête, ça devient un film, sauf que c'est la vraie vie. On n'est pas aux États-Unis, donc normalement t'es pas censé avoir d'armes chez toi. Enfin, du moins tu peux avoir un couteau ou quoi, mais pas une arme à feu. Donc c'est plutôt tendu quand même. Allez, passons au troisième thread d'horreur de cette vidéo. Bonjour à tous, je me suis inscrit sur Reddit grâce à Delcor. Ça, c'est ce que j'aurais aimé que ça soit écrit, mais non, c'était écrit, je me suis inscrit sur Reddit grâce à Squeezie. Bon, tant pis, peut-être une prochaine fois. Et tu sais pourquoi il n'y a pas écrit Delcor? Parce que t'as pas mis de pouce bleu, t'as pas mis le pouce bleu. Non, je le mettrai plus tard, et tu pars de la vidéo et tu l'as pas mis. Donc tu mets ton pouce bleu maintenant, là. Je veux pas le savoir, tu mets pause, tu mets ton pouce bleu. Oh, c'est bon, on est où là? Tu soutiens? Bref, allez, on reprend, trêve de conneries. J'ai une histoire à vous raconter qui m'est arrivée le dimanche 29 octobre 2022. Mon père pour l'histoire sera Daniel Trucmuche. Et moi, Johan Trucmuche. J'habite actuellement près de la frontière suisse, mais je suis originaire de Grenoble, où réside toute ma famille, mes parents et ma sœur. Mes parents vivent dans leur appartement en périphérie, et ma sœur habite à Grenoble. Après un week-end agréable avec ma copine où nous sommes allés voir nos familles, nous rentrons chez nous. Après 1h30 de route, nous allons chercher un McDo, et nous nous installons devant une série. À ce moment-là, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas, un 07, à 21h. Généralement, je ne réponds pas aux inconnus, surtout à cette heure-ci, en raison de problèmes de harcèlement au collège qui ont laissé des séquelles. J'ai 26 ans. Cependant, j'ai ressenti une sensation étrange, et j'ai décidé de répondre, car on ne sait jamais, cela peut être important. Je décroche et après avoir dit « Allô ?» une personne répond directement « Est-ce que vous êtes le fils de Daniel Trucmuche ?» Je réponds bien évidemment oui. Cela ne m'a pas choqué sur le moment, car mon père est commercial depuis 35 ans dans la même société, et mon numéro de téléphone était le sien il y a 15 ans. Donc il m'arrive parfois de recevoir des appels de très vieux clients à lui, à savoir qu'on n'a pas la même voix. Donc ça ne m'a pas surpris qu'on me demande « Est-ce que vous êtes le fils de ?» Après avoir répondu, cette personne me dit directement « Votre père a eu un accident de voiture ». La panique monte en moi, je commence à trembler. Ma copine est à côté de moi et a senti directement que ça n'allait pas. J'étais pétrifié car le ton utilisé par cet inconnu voulait clairement dire « il est mort ». Je réponds dans la panique « mais où, mais comment ?» et la fameuse question « qui êtes-vous » Il me répond que c'est un témoin de l'accident et que mon père a été transporté à l'hôpital. Et là, je panique et je hurle sur la personne mais en lui disant « mais où a eu l'accident et comment ?» Cette personne me dit que la voiture s'est retournée. J'explique à ma copine dans la panique en tremblant et il me dit qu'il souhaite appeler sa femme. Je raccroche direct. À ce moment-là, j'en conclus que ma mère n'était pas avec lui. Pour information, mes parents ont parfois de très grosses disputes et il arrive à mon père de faire un petit tour. Pour info, ma mère est malade depuis des années et se couche à 18 h tous les jours. Donc je savais que je n'arriverais pas à la joindre, mais bon, je tente. J'appelle ma mère, pas de réponse. Et j'appelle ma sœur qui est plus sensible. Et elle fait une crise de panique et elle hurle au téléphone. Je lui dis d'aller réveiller maman immédiatement car elle ne répond pas au téléphone. Au même moment, ma copine téléphone à sa mère pour qu'elle appelle les hôpitaux autour de Grenoble pour savoir où il est.
En même temps, je rappelle le numéro pour avoir plus d'infos. Et je lui répète, mais où est-ce que ça s'est passé? C'était où? Mais la personne contourne la question et quelques secondes passent et elle me donne le numéro de la route. Et je lui hurle dessus en mode « Mais qui connaît les numéros de route? Vers où? Quelle ville? Quel village ?» Et il me dit « Vers Angers ». Et là je tilte. Je me dis « Mais attends, j'étais avec mon père à 17 h. Je suis rentré. C'est impossible qu'il ait tapé un Grenoble-Angers en 4 heures. » Au même moment, ma copine, réflexe incroyable qui entend de ma part Angers, elle appelle directement mon père sur son portable. Et là, mon père répond d'une manière dédaigneuse. « Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui dit « Mais Daniel, vous n'avez pas eu d'accident ?» Et il rigole et il dit « Absolument pas, je suis dans mon canapé, je suis en train de regarder le foot. » Et je dis à la personne au téléphone que mon père est en ligne. Il me répond « Mais vous n'êtes pas Mathéo Trucmuche ?» Je réponds que je n'ai pas de Mathéo dans ma famille et que je suis Johan. Le monsieur s'excuse mais d'une manière qui m'a laissé une sensation glaciale, comme s'il avait eu ce qu'il voulait, me voir paniquer. Je lui ai demandé 5 fois comment il a eu mon numéro et jamais il ne m'a répondu. Il me dit « Oh, désolé de vous avoir fait peur ». Je raccroche et je préviens ma soeur pour la calmer. Par la suite, j'ai eu un échange de messages avec lui, car je ne comprenais pas comment il avait eu mon numéro qui est littéralement nulle part sur internet maintenant. Il m'a dit que mon numéro était affiché en première page sur Google sur un annuaire. J'ai retourné tout internet dans tous les sens avec ma copine ce soir-là, et franchement, c'est impossible. Et dans ses messages, c'était vraiment étrange. Il m'a parlé d'un Laurent, alors qu'il a bien dit le prénom de mon papa. Il s'est excusé de sa maladresse, qu'il a réussi à contacter sa femme et que cette personne est décédée. Après quelques jours, ma belle-sœur qui est chirurgienne m'a indiqué que ce sont les pompiers qui prennent contact avec la famille. Jamais des personnes au pif comme ça, même les gens impliqués. De plus, quand il y a des décès sur la route, il y a toujours un article de presse ou même un avis de décès que je n'ai jamais trouvé. J'ai essayé de rappeler le numéro une semaine plus tard pour avoir des réponses et le numéro n'était plus attribué. Est-ce que c'était une mauvaise blague? Est-ce que c'était une personne qui voulait me voir paniquer? Et surtout, comment a-t-il eu mon numéro? Bien qu'en écrivant et remémorant ce moment, j'en ai des frissons. Alors effectivement, c'est très bien parce que le gars connaît vraiment quand même son nom de famille et tout, hein, il fait genre qu'il connaît pas mais il le connaît. Déjà rien qu'à la base cette blague, ah putain c'est vachement marrant, bref cette blague de très mauvais goût, elle est folle. Imaginez genre là il a essayé d'appeler toute sa famille en mode mais papa il est mort, t'imagines, on t'apprend ça au téléphone et t'es en mode mais comment ça, mais pourquoi, comment, enfin qu'est-ce qui se passe, tu peux avoir des montées de machin. Je sais pas, tu peux faire des accidents, enfin t'apprends ça, une nouvelle comme ça peut te, si t'es fragile du cœur, ça peut aller très vite. Blague de très mauvais goût. Et là je pense qu'effectivement cette personne voulait l'entendre paniquer au téléphone. Alors est-ce que c'est une vengeance ou un truc comme ça? Je ne sais pas, n'hésite pas, tu me dis ça dans les commentaires. Allez, on passe au dernier thread de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Manon et je vais vous raconter l'un de mes souvenirs traumatisants. Lorsque cette histoire m'est arrivée, je devais être assez jeune, environ 10 ans, car mes parents étaient partis dîner ensemble et ils avaient demandé à ma grand-mère de me garder, moi, ma petite sœur et mes petits frères jumeaux. Notre appartement est situé au dernier étage et nous n'avons qu'une voisine. La porte des escaliers et de l'ascenseur sont face à face, tandis que depuis notre porte, il y a un passage à droite pour accéder aux escaliers qui est dans notre angle mort. Il faut aussi savoir une chose, c'est que ma grand-mère est vachement agressive, si je puis dire. Depuis toujours, mes parents m'ont répété de ne pas ouvrir aux inconnus et de toujours regarder à travers l'œilleton. Ils me répétaient qu'ils n'avaient pas besoin de sonner à la porte, étant donné qu'ils avaient toujours leur clé sur eux, en plus de rentrer ensemble et en cas d'oubli, ils appelleraient le fixe de la maison. Ayant été une enfant attentive, j'ai toujours respecté cette règle et je l'ai aussi apprise à ma sœur et à mes frères. Cependant, un soir, à cause de cette règle-ci, une image restera gravée dans ma mémoire, encore aujourd'hui en sachant que j'en ai 22. Durant ce fameux soir, après avoir bien mangé et joué, nous étions tous dans notre salon à regarder la télé. J'étais donc au sol, devant et tout le monde sur le canapé. Donc, après que mes parents soient partis, à peine quelques minutes plus tard, la porte sonne. Confuse, je pensais qu'ils avaient oublié leur clé, étant donné qu'ils avaient sonné. Cependant, étant encore naïve, je prends mon petit tabouret et je regarde à travers l'œilleton. Et c'est là que je la vois. Une silhouette noire capuchée qui semblait fixée à travers l'œilleton en sachant pertinemment que j'étais là. Pétrifié, je suis resté comme ça une bonne dizaine de secondes et j'ai demandé qui c'était,
sans avoir obtenu de réponse. Apeuré, j'ai détourné le regard vers ma grand-mère qui a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. À ma grande surprise, elle est partie dans la cuisine avant de revenir me voir à l'entrée. Étant donné qu'elle est asiatique avec un caractère bien à elle et que le français n'est pas sa langue natale, elle m'a montré l'arrière de la porte et m'a tendu le plus gros couteau de cuisine en m'ordonnant carrément de planter le bras de l'inconnu s'il le passait à travers la porte. Ne comprenant pas au début, elle ne m'a pas laissé le temps d'acquiescer qu'elle a mis la sécurité de la porte avant d'ouvrir et de demander pourquoi l'inconnu était là. Je ne me souviens plus de l'échange entre les deux, je sais juste que ma grand-mère n'arrêtait pas de dire « ouais, non, ouais, au revoir ». Lorsqu'elle avait refermé la porte et repris le couteau de mes mains, j'étais resté là, choqué qu'un adulte me donne un aussi gros couteau volontairement. J'ai alors été prise d'une curiosité morbide à vouloir savoir qui était cet homme. J'ai remis le petit tabouret devant la porte pour regarder une nouvelle fois. Et c'est là que l'image restera à tout jamais dans ma mémoire. L'homme s'était rapproché de la porte et par extension de l'œilleton à me fixer pendant plus de 2 minutes. Mais la chose la plus glauque qui m'a glacé le sang sur place n'était pas cet individu qui restait devant ma porte, mais c'est plutôt le fait qu'il y avait 2 inconnus. Plus tard, lorsqu'il avait lâché l'affaire, le premier inconnu avait donc appelé l'ascenseur. Le regardant donc partir, j'attendais. Et là, sortant de notre angle mort, quelqu'un l'avait rejoint dans l'ascenseur, vêtu de la même manière. Ce deuxième inconnu s'était caché en attendant probablement que son acolyte force l'entrée qu'un enfant ouvrirait de manière naïve. Mais ce qui m'a le plus horrifié lorsque j'y ai réfléchi des années plus tard, c'était que le timing était un peu trop bon pour être une simple coïncidence. Est-ce qu'il nous surveillait? Est-ce qu'il savait qu'il n'y avait personne pour nous défendre correctement? Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas appliqué cette règle et que je leur avais ouvert? Voilà mon histoire et rappelez-vous de toujours regarder l'œilleton, même si vous savez qui sera derrière. Et ça, la personne qui nous raconte ce thread, elle a totalement raison. Regardez toujours l'œilleton. Même moi, quand je sais par exemple que c'est ma copine, je regarde quand même, on sait jamais. Imagine, coïncidence, bim bam boum, quelqu'un qui vient à ce moment-là, voilà. Ça coûte quoi? T'arrives, tu fais ça, tu fais ok, c'est bon, tu check, ça te prend 5 secondes. Ça devrait aller, hein. 5 secondes compte peut-être ta vie. Je pense que c'est rentable, les calculs sont bons. Bon, avant que commence ce 3e thread d'horreur, si tu veux soutenir la chaîne, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Et n'hésite pas, un commentaire, ça peut aider pour le référencement. C'est bonus. C'est parti pour cette 3e histoire. Bonjour, je m'appelle Lolo, c'est mon surnom. J'ai 25 ans et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 9-10 ans. Cette histoire s'est déroulée en région parisienne. C'était en mai, le temps était magnifique et je sortais du lycée, 16-17 heures, en prenant comme tous les jours le même chemin. Quand tout à coup, une Smart décapotable s'arrête devant moi. L'homme au volant avait une casquette enfilée, une barbe bien taillée, des yeux verts et devait avoir dans les 24-25 ans. Il avait l'air normal et était même plutôt beau. Je m'arrête en même temps que lui, pensant qu'il voulait me demander son chemin. Et il me dit avec un grand sourire « Eh, mais t'es la petite sœur de Lucas Trucmuche. Ceci n'est pas le vrai prénom et nom de mon frère. » Ce à quoi je réponds oui. Puis il enchaîne en m'expliquant qu'il est à la fac avec mon frère. Et il précise le nom de la fac. Il me dit qu'ils se connaissent très bien. Il en vient même à me dire dans quelle équipe de rugby il joue, etc. Ensuite, il me donne son prénom, Jérémy. Et il m'explique qu'il venait chercher son cousin à la gare, mais que son train avait du retard. Puis il me propose de me raccompagner en voiture, puisqu'il sait que j'habite pas très loin. Moi, naïve, j'accepte avec plaisir. Arrivé chez moi, il me demande s'il y a quelqu'un, et s'il peut monter en attendant l'arrivée de son cousin. Encore une fois, naïve, j'accepte. Je précise que je ne pensais pas prendre de risque, vu que c'était un ami de mon frère, étant donné qu'il m'avait donné des détails sur ses activités, etc. Une fois dans mon appartement, je lui propose gentiment un verre d'eau. Et nous allons sur mon balcon fumer une cigarette. Puis on commence à parler un peu. Et c'est là que j'ai compris que le mec était chelou. Il commence à me dire que je suis très jolie. Et me demande si je peux aller enfiler une jupe et des talons pour voir comment je rends habillé comme ça. J'hésite puis il insiste un peu. Et par peur je le fais. Je me mets en jupe et talons. J'arrive vers lui et il me regarde avec un air un peu pervers. Puis je vais très vite me rhabiller et lui dire que je n'aime pas. Parce que la situation me gêne et je commence à vraiment le trouver étrange. Ensuite, je rentre à l'intérieur de mon appartement pour m'asseoir sur mon canapé. Il me suit et s'assoit juste à côté de moi, met son bras autour de mon cou et commence à descendre sa braguette et se masturber. De là, je m'éloigne et lui demande d'arrêter ça tout de suite, tandis que lui me demande de le regarder ce machin. Essayant d'agir normalement, même si j'avais très peur, je lui demande de partir parce que ma famille allait rentrer, qui était bien évidemment faux. Mais ça a fonctionné, il s'est rhabillé et il est parti de chez moi. Il devait être 18h, 18h30. Le lendemain, je vais faire des courses avec mon frère et je commence à lui expliquer qu'un mec en Smart décapotable, bon, je lui dis son prénom, s'était arrêté devant moi près de mon lycée et prétendait le connaître et être dans sa fac. Je lui explique également ce que ce mec savait sur lui
et qu'il m'a proposé de me ramener. Et mon frère me répond immédiatement: j'espère que tu n'es pas monté dans sa voiture. Je le connais pas du tout ce type. Ayant un peu peur de ses réactions, je lui ai menti et dit que non, que je n'étais pas monté dans sa voiture. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention. Je pense que cet homme m'a trouvé sur Facebook, puis a essayé de me rassurer en me donnant des informations sur mon frère, qu'il avait certainement également trouvé via les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait si je ne lui avais pas dit que quelqu'un allait rentrer. Je regrette d'avoir été aussi naïve, j'étais jeune. J'ai expliqué l'histoire à ma meilleure amie qui l'a racontée à son frère. Quelques jours plus tard, il a vu passer dans ma ville un type en smart décapotable, mais n'a malheureusement pas eu le temps de prendre sa plaque d'immatriculation en photo. Conclusion, ne montez pas dans la voiture d'un inconnu, même s'il prétend connaître l'un de vos proches. Et ne vous fiez pas aux apparences, il avait l'air complètement normal et propre sur lui. Voilà, comme elle le dit, elle était naïve malheureusement, et ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu agir encore plus bizarrement, déjà que c'est très bizarre, mais il aurait pu forcer, et voilà, tu sais ce qui se serait passé. Je vais pas te faire de dessin. Je m'appelle Léna, j'ai 26 ans et j'aimerais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée lorsque j'avais 17 ans. On était en janvier, vers le 10-12. À ce moment-là, il neigeait un peu chez moi et il faisait froid, même très froid. Ça n'empêche pas qu'avec ma meilleure amie Fanny, on décide de s'organiser une petite soirée d'hiver entre meilleurs amis. Chill le truc. On comptait d'abord manger dans le petit restaurant du village. J'habitais dans un tout petit village avec juste ce qu'il faut à disposition. Boulangerie, petit magasin et un seul et unique restaurant. Après ce restaurant, on rentrerait chez moi et on se poserait. On se rejoint donc vers 19h30 et 20h, on est au restaurant. On se commande à manger, mais avec ma meilleure amie, sans savoir pourquoi, on se sent mal. Extrêmement mal. Au point de penser à partir. On trouve ça bizarre car on y a déjà mangé et on s'était toujours bien senti. Avec du recul, on se sentait mal à mon avis, dû au manque de gens dans le restaurant. C'est-à-dire qu'on était seul. Un serveur, un nouveau qu'on connaissait pas vient prendre notre commande. Et un frisson me parcourt. Il me fait froid dans le dos. Ce type n'est pas une personne, me dis-je. Je saurais pas dire pourquoi, mais sa voix, son visage, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas clairement. On prend sur nous et une fois la nourriture arrivée, on commence à manger. Et là, ma meilleure amie se met à vomir. Alors je comprends pas trop et elle me dit sec: meuf, faut vraiment qu'on se casse. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans la sauce. Ni une ni deux, je la suis, je pose de l'argent sur la table et on part très rapidement jusqu'à chez moi. J'habitais pas très loin, pas trop près non plus. Un peu le coin reculé du village. On a alors 10-15 minutes de marche. Dans la précipitation, on n'a pas pris nos manteaux. Et je vous rappelle qu'il neige et qu'il fait très froid. Ma pote se sent de plus en plus mal, au point de s'évanouir juste devant ma porte. Moi, je suis frigorifié, alors impossible de la porter. Je la tire à l'intérieur du mieux que je peux. Une fois dedans et une fois réchauffée, elle se réveille. Au sol car j'arrivais toujours pas à la porter. Je lui explique ce qu'elle a fait et elle m'explique sa réaction plus en détail. En fait, ma pote travaille dans une pharmacie. Et il s'avère que dans la sauce, il y avait un médicament qui n'avait pas lieu d'être. Et au vu du goût, elle a tout de suite senti et reconnu. En plus de ça, il y en avait en très forte quantité. Et grâce au fait qu'elle soit pharmacienne, elle s'est sauvée. Et moi aussi. Car si on avait mangé ça toutes les deux sans s'en rendre compte, eh bien on se serait évanoui seul dans ce restaurant avec ce serveur bizarre. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Et je le rappelle, ceci est une histoire 100% vraie. Alors ces filles mangeaient dans ce même restaurant, elles ont déjà mangé là-haut, mais bizarrement, nouveau serveur et il se passe des trucs bizarres. Le mec voulait clairement profiter des filles. On va arrêter de dire des choses nanani. Il voulait faire quoi avec, je ne sais pas, est-ce que c'est de l'ordre du 18+, ou est-ce que c'est de la revente d'organes carrément, parce que il peut y avoir, hein, tu sais, on n'est pas à l'abri de quelque chose même si t'es en France. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor, CyberGhost VPN, de soutenir mon travail sur cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un excellent VPN à un prix totalement fou, eh bien clique sur le lien dans la description. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement. Allez, prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, si t'as kiffé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si t'en veux encore plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.